Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 16 janvier 2025 du live de TV Finance et désormais pour poursuivre notre décortiquage, notre analyse de l'actualité de son impact sur les marchés financiers, je suis en plateau avec Alexandre Bardès. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine. Merci Alexandre d'être avec nous. Comme vous l'êtes régulièrement, vous êtes Chief Market Analyst chez IG. Avec nous pour commenter justement l'actualité, la dernière actualité et son impact sur les marchés financiers. Ce sur quoi j'aimerais revenir avec vous dans un premier temps, c'est le CPI hier. Le CPI, c'est l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, qui dans sa dimension dépouillée des éléments les plus volatiles est ressorti en baisse par rapport aux modélisations du consensus. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce que selon vous les réactions des marchés ne sont pas un peu trop évidentes? Oui, alors c'est une bonne nouvelle. Tout ce qui va dans le sens d'un ralentissement supplémentaire est une bonne nouvelle, mais effectivement, je pense du constat de beaucoup d'observateurs, analystes ou autres, la réaction d'hier paraît absolument démesurée par rapport à la surprise. En fait, on attendait 3,3, on a eu 3,2. Il faut quand même rappeler que depuis 6 mois consécutifs, on évolue justement entre 3,2 et 3,3 d'inflation sous-jacente CPI, et que l'objectif, c'est 2, c'est pas 3, c'est pas 2,9, donc on est toujours largement sous de 3%, mais que comme on peut embarquer depuis quelques semaines dans cette idée que l'inflation pourrait accélérer ou autre, le marché effectivement s'est saisi du moindre petit progrès, aussi minime soit-il, pour repartir. Et il y a eu probablement, je donne vos invités décrire ça assez justement, il y a probablement des effets algorithmiques là derrière, des effets de couverture aussi, parce que je ne veux pas croire que ce soit purement une adhésion au fait que ça y est, qu'on est certain que l'inflation dans les 3 mois qui arrivent va aller chercher les 2%, même des membres de la Fed eux-mêmes, dont Williams, qui est vraiment presque le numéro 2 finalement de la Fed, il y a Powell et puis Williams, c'est le président de la Fed de New York et qui est une des Fed régionales les plus puissantes. Il le dit, il dit 2% sera dessus dans les prochaines années, ça veut dire pas cette année, peut-être l'année prochaine. Donc en gros, le chemin qui reste à parcourir, il a encore d'une certaine longueur. Donc je méfie, moi je pense qu'on a un bull trap sur ce qu'on a vu là. Après, ce qu'on va surveiller dans les heures qui viennent, inscription hebdomadaire au chômage cet après-midi, ça c'est toujours des données importantes, parce que c'est l'autre mandat de la Fed, et puis les prix d'importation aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde un petit peu moins, mais on l'aura cet après-midi, parce que Trump arrive donc d'ici quelques jours. La politique commerciale, on va évidemment en reparler, donc on va surveiller ces prix d'importation avant que Trump n'arrive, parce que ce seront les premiers concernés si les taxes seront mises en place. Donc voilà, quelques datas comme ça à surveiller dans les heures qui viennent, pour voir si le rebond d'hier tient toujours autant. C'est ça exactement, on va voir si le rebond d'hier tient toujours autant. Il y a un risque de complaisance sur les marchés financiers par rapport des choses. Oui. Là on est, en fait, c'est que c'est pas juste un rebond dans un environnement quelconque, c'est des marchés dont on sait qu'ils se payent actuellement 22 fois les bénéfices sur S&P, plus de 36-37 fois sur le Nasdaq. C'est des niveaux qui sont historiquement élevés en fait. C'est les seules fois où on a eu des niveaux aussi élevés sur le Nasdaq, alors bien plus élevés à l'époque, mais c'était la bulle Internet. Donc à un moment donné, c'est est-ce qu'on va vers une bulle tout simplement, est-ce qu'on accepte qu'une bulle se forme et on rentre dans cette bulle, ou est-ce qu'on se dit c'est bien valorisé aujourd'hui, et donc il est temps à un moment donné que quand les taux, surtout les taux qui ont pris 120 points de base en un mois et demi, alors hier ils sont effectivement détendus de 15 points de base, mais ça n'enlève pas les 120 points de base qu'on a pris en 6 semaines, 7 semaines à peu près. Donc à un moment donné, quand est-ce que le marché se dit bon, des taux qui se redressent, mais c'est qu'il y a des coûts de crédit qui sont plus chers sur l'IMO, sur la conso, quid du défaut des ménages américains par rapport à ces taux-là. C'est ça en fait le risque à un moment donné, c'est que les taux, c'est pas les taux qui montent et donc on se dit les taux sont élevés donc les marchés doivent baisser, c'est que les taux élevés, ça a des conséquences sur l'économie, pour les entreprises, pour les ménages, etc. Et c'est ça qui, à un moment donné, peut faire ralentir l'économie américaine. Donc, plus les taux resteront élevés longtemps, moins l'inflation arrivera rapidement à l'objectif, plus le risque est que la Fed, et je pense que le marché hier sous-estime ça, la Fed a bien fait une projection trimestrielle, les prochaines c'est au mois de mars. Je ne vois absolument pas le discours de la Fed changer entre le mois de décembre et le mois de mars, alors que hier on a eu l'impression que le marché avait entendu à nouveau que la Fed allait baisser les taux là à la réunion de janvier. C'est impossible, elle ne le fera pas non plus en février, ou plus tôt ce sera en mars, et sinon ce sera plutôt au T2. Donc je pense que l'histoire des prochaines baisses de taux de la Fed, pour l'instant c'est vraiment sous couvert, il est hors de question que la Fed remette ça sur la table pour l'instant. Donc pour moi, on est sur une réaction totalement épidermique du marché. C'est ça, totalement épidermique. De toute façon, dans la presse économique internationale, on commence à lire de plus en plus que les investisseurs anticipent que la Fed hausse ses taux en 2025. Alors, ça, j'y crois moins. Sauf si, et c'est un membre de la Fed qui a expliqué ça hier, il dit en gros, si les taxes commerciales, c'est one shot, c'est une fois, oui, ça fera sûrement à l'autre un peu d'effet sur les prix, mais c'est pas ça l'inflation. L'inflation, c'est une hausse continuelle des prix. Et ce qu'il a expliqué, il dit par contre, en revanche, je rentre dans un cycle de tit for tat, c'est-à-dire en gros, je monte mes taxes, la Chine qui réplique, et puis Trump qui réplique, etc. Ce ping-pong, par contre, lui, peut avoir effectivement des conséquences inflationnistes. Donc là, dans ce cas-là,
peut-être l'hypothèse, mais actuellement, on n'est pas en plus sur des niveaux d'inflation, elle est sticky, elle est collante, mais elle ne justifie pas quand même qu'on remonte les taux. Plutôt qu'on les maintienne quelque temps encore en place, mais pas qu'on les remonte. Il faut vraiment des signaux, un pétrole qui reflambe, une activité qui réaccélère encore plus fortement. On n'a pas non plus cette impression d'une économie qui est réaccélérante, mais une économie qui, en revanche, est très solide et qui accepte des taux comme ça, toujours à plus de 4% pour la Fed. C'est plutôt voilà, un scénario de gros plateau encore, quelques temps sur les taux, 100 points de base de baisse de la Fed, et maintenant un plateau pendant quelques mois. Ok, donc on va rester aux alentours des 3,2, 3,3, a priori 3%, dans la zone des 3% pendant quelques temps, d'autant plus qu'il semblerait que la nouvelle équipe de Donald Trump ait bien compris ce risque inflationniste et ait décidé, selon les dernières nouvelles, d'augmenter graduellement en fait les tarifs douaniers. Du coup, on s'éloigne un peu de ce spectre inflationniste. Oui, ça c'est plutôt bien pour l'Europe. Par contre, tout ce genre d'informations, c'est bien pour la Chine, c'est bien pour l'Europe. La question, c'est, encore une fois, on attend concrètement les choses. C'est-à-dire que là, on n'a que des sources finalement qui nous indiquent, des sources proches, des équipes de négociation. Donc chacun, le marché s'ajuste forcément, comme toujours, au bruit, aux rumeurs, etc. Ce qui va compter, c'est Trump. Et effectivement, dans son discours d'investiture, peut-être qu'il dira des choses, peut-être pas, mais c'est sûr que lundi, on va tous avoir les oreilles tournées vers les États-Unis, parce que voilà, on attend beaucoup d'éléments en premier, d'indications de sa politique future. Donc on va rentrer dans le vif du sujet à partir de lundi, et c'est là que les marchés vont devoir se diriger vers le bon endroit, qui pour moi n'est pas le nord pour l'instant. Ça doit plutôt d'abord être un peu plus prudent, parce que Trump, encore une fois, n'a pas les mêmes marges de manœuvre qu'il avait à l'époque, et je pense que la question des tarifs est une question très très sensible dans le contexte actuel, peut-être un peu sous-estimée par les marchés. Ok, très clair, on va voir ça. Vous parlez des indices, on va rester sur le continent américain, les indices actions américains. Le Nasdaq, on l'a compris, dans un environnement de taux élevé, l'âge du terrain. Ceci étant, il y a les autres indices, et notamment le Dow Jones, qui lui réalise de belles performances dans un univers de taux souverains élevés. Comment est-ce que ça peut durer longtemps ? Alors, il faut quand même voir que le Dow Jones avait lâché, c'était le premier qui avait lâché quand même, en début décembre, quand le cycle de taux comme ça, on a déjà eu des taux américains qui étaient forts entre septembre et fin octobre, jusqu'à novembre même également. Ensuite, c'est un petit peu étendu, puis boum, un gros rallye était parti, et c'est ce rallye-là qui était assez conséquent, 70 points de base quasiment en quelques semaines. Et là, le Dow Jones avait commencé à réagir à ce moment-là. C'est le premier qui, dès début décembre, a commencé à lâcher du lest. Et là, effectivement, depuis quelques jours, quand le Nasdaq et les valeurs tech étaient un peu plus sensibles, avant hier en tout cas, le Dow Jones, c'est un peu maintenu. Mais je mets quand même dans cette catégorie-là des indices qui, je pense, doivent aussi rester, ne doivent pas revoir leur sommet tout de suite. Voilà, je pense que la zone actuelle est pas mal. Même si on allait chercher les 40 000, ce ne serait pas trop un souci. Il ne faut pas oublier quand même que dans le Dow Jones, même s'il y a une pondération qui est très différente, c'est le poids en fonction des cours qui compte, pas en fonction de la market cap, mais il y a quand même 4 des 7 magnifiques dans le Dow Jones. C'est pas un indice qui est totalement non plus immunisé contre les questions de valorisation de la tech ou autre, mais c'est sûr qu'il a été sensible, par exemple, hier aux banques ou autres. Voilà, les banques, bons résultats pour la saison aux États-Unis. Toutes les banques, même les plus fragiles ou autres, ont publié des bons résultats. Donc c'est clair que le Dow Jones est sensible à ça. Il est composé de pas mal de banques aussi. Donc il a trouvé des arguments là en premier hier pour rebondir un petit peu, mais je pense moi je le vise plutôt, je vise les zones à 40 500 pour le Dow Jones, pour atterrir encore un petit peu. Je pense qu'il n'a pas fini cette phase un peu d'atterrissage qu'il a commencé en décembre. On est à 43 221, enfin hier la clôture 43 221, donc vous attendez encore une respiration sur le DAX, sur l'ensemble des indices américains en fait. Complètement, parce que il y a eu cette énorme performance l'année dernière qui a supplanté tous les autres marchés mondiaux quasiment, et donc à un moment donné qu'on se rééquilibre un petit peu me paraît pas mal, notamment encore une fois, quand vous avez un contexte qui vous permet de se rééquilibrer. La Fed offre ce contexte au marché de se rééquilibrer. Attention, les taux montent, attention à la force du dollar, ce genre de choses. Donc, les investisseurs doivent s'en saisir. S'ils ne s'en saisissent pas, le risque, c'est que la Fed fasse comme Powell a fait en décembre, continue de marteler finalement que pour l'instant, pas de nouvelles baisses de taux, tant qu'on n'a pas des signaux très clairs que l'inflation va bien vers l'objectif et que l'emploi aussi, la Fed n'attend pas que l'emploi se dégrade, mais peut-être qu'elle attend quand même de voir des inscriptions hebdomadaires au chômage moins proches de 100 000 que ces derniers temps, peut-être plus vers 250 000, qui montrent qu'aussi le marché de l'emploi reste normal, voilà, qui ne se retend pas ou autre. Donc je pense que la Fed attend des signaux. Et les signaux, c'est pas une ou deux stats. Là, on a eu 2 stats, effectivement PPI et CPI. Je pense qu'il faut un PCE, puis qu'il faut qu'encore le mois d'après, à nouveau des ralentissements. Vous nous parliez de mars, en fait. Voilà, il faut au moins un trimestre de données. Exactement. Au moins un trimestre de données. Vous parlez de la paire euro-dollar du dollar, le dollar index qui a réalisé des performances exceptionnelles ces dernières semaines. Pour autant, là, est-ce que hier, la publication du CPI remettra en cause cette dynamique, pourrait remettre en cause cette dynamique sur le DAX? C'est sûr que ceux qui ont beaucoup joué à la baisse l'euro-dollar depuis l'an 12, qui était le bon trade à tenter, ça fait quand même maintenant presque 10% de baisse. Les taux américains, hier, ils ont
un peu reflué, hein, même un peu 15 points de base. Voilà. Donc l'euro en a été sensible parce qu'on rappelle le mécanisme, plus les rendements américains sont élevés, plus les gens veulent les actifs américains, donc il faut des dollars pour les acheter, donc le dollar est lifté. Donc si à un moment donné les statuts sont un peu moins fortes, effectivement la logique serait que les taux se détendent, ce qu'on a vu un peu hier, et que le dollar se détende un petit peu. Donc je dirais que si on commence une série de détentes des stats américaines, ça pourrait être le point bas. Mais justement, c'est comme la Fed, il faut qu'on attende d'en voir un peu plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende de voir un prochain PCE un peu plus faible. Peut-être, tiens, cet après-midi, pourquoi pas des inscriptions au chômage un peu plus élevées. Des ventes de détail, tiens, quoi, tant cet après-midi aussi, peut-être un peu plus faible. Voilà. Ça, c'est à ces conditions-là, sur une série comme ça pendant 1 mois ou 2 mois de stats américaines plus faibles, que oui, on aura des signaux un peu plus convaincants sur l'euro. Moi, j'attends quand même des niveaux de franchissement au moins du 1,05, 1,06 pour commencer à se sentir un peu mieux. Et surtout qu'on ait aussi quelques stats de l'Europe. C'est-à-dire que ça ne vient pas que de la partie américaine. C'est qu'il faut que les stats américaines soient moins fortes, mais aussi que des stats européennes un peu moins mauvaises, des PMI qui sont un peu, des stats chinoises qui sont un peu meilleures. Donc c'est pas forcément dans 12 mois tout ça, hein, mais pour l'instant, une Ironal ne fait pas le printemps. Là, on a eu 2 stats américaines qui, certes, sont un poil, mais vraiment un cheveu moins fortes que précédemment. Ça me semble être encore un peu léger pour dire que oui, allez, on achète plein pot l'eurodoll. Voilà. Okay. À moyen terme, c'est pas gênant si on va payer sur ces prix-là. Sur du trade ou du swing, on est quand même plutôt posé sur une oblique de long terme. Encore un peu, là, certains analystes passent de la parité absolue, du coup, on peut la viser. Si, par exemple, la prochaine grosse donnée, ça va être l'inflation PCE pour les États-Unis. Si la prochaine PCE, elle marque des progrès, oui, là, probablement l'euro rebondira. Si la prochaine PCE ne marque pas de progrès, là, ça veut dire la Fed avait raison de dire ce qu'elle nous a dit en décembre. On s'est enthousiasmé pour rien là ces derniers jours, et donc oui, là, probablement on ira à la parité à ce moment-là. Donc c'est peut-être le prochain PCE, le révélateur pour l'euro. Et le CPI sous-jacent d'hier, est-ce que ça pourrait être un indicateur solide sur l'évolution du PCE de décembre? Alors le PCE, il est effectivement constitué de certains éléments du PPI, donc prix à la production, et du CPI. Donc on peut considérer que oui, mais les composantes par contre qui sont prises dans ces PPI et CPI pour le PCE, les composantes qu'on prend en référence, elles ont été par contre relativement en ligne avec le mois précédent. Donc on risque, si on fait ces projections-là, d'avoir un PCE à peu près au même niveau, quoi. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc ce serait une bonne surprise effectivement si le PCE était inférieur. Là, je pense effectivement l'obligataire irait quand même nettement plus bas, mais il nous faut cette confirmation. Selon sa composition, c'est a priori vous entendez. C'est les analystes qui font ces projections-là, qui considèrent que le prochain PCE sera à peu près similaire à celui du mois précédent. Ok, très clair. Vous avez parlé de l'Europe très rapidement. Vous avez dit sur l'euro-dollar que l'Europe aussi doit montrer des preuves de la solidité de son économie. On a un exemple, c'est l'économie britannique qui est engagée dans quelque chose d'assez compliqué. Hein. Les réformes budgétaires sont difficiles à mettre en place, les analystes n'y croient pas. Les marchés non plus, le marché obligataire notamment. Est-ce que ça pourrait être finalement ce qui attend l'Europe si, notamment le risque politique ne s'évapore pas La France déjà en tout cas. C'est-à-dire qu'effectivement la France, oui. Alors, déjà, quand même distinguer que le Royaume-Uni, du fait qu'il soit détaché du bloc européen, ils n'étaient pas dans la devise, mais ils étaient quand même dans le bloc européen, ça les rend d'une certaine manière aussi un peu plus fragiles. C'est-à-dire que l'argument de dire le Brexit, on a la liberté de faire ce qu'on veut, l'appartenance à un bloc vous couvre aussi, c'est une sorte de parapluie le bloc, vous couvre aussi, on l'a vu pendant des crises importantes, si peu l'Europe à un moment donné, des pays comme la Grèce, l'Italie et autres auraient déjà fait probablement faillite. Donc le bloc protège. Et le fait que le Royaume-Uni soit sorti de ce bloc fait que dans les phases de stress, comme c'est le cas actuellement sur un budget, les marchés sont beaucoup plus réactifs. C'est-à-dire qu'ils vendent plus rapidement la livre, ils vendent plus rapidement les obligations, et elles sont plus protégées par le Bund. Nous, tous en Europe, on est encore un peu beaucoup arrivés à ce Bund. Le Royaume-Uni, c'est plus le cas. Donc, on voit, c'est beaucoup plus nerveux sur les actifs britanniques. L'épisode de Liz Truss en 2022 nous avait montré à quel point l'emballement peut se faire en quelques jours simplement. Donc là, on compare un peu ça. Moi, je ne crois pas qu'on soit sur le moment Liz Truss bis. Hier, on a vu, ces derniers jours, des chiffres d'inflation qui étaient un petit peu meilleurs au Royaume-Uni. Donc, on a le sentiment que la Banque d'Angleterre va enclencher ou va peut-être accélérer. Voilà, accélérer un peu les baisses de taux. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ça peut soutenir un peu l'économie britannique. C'est fragile, mais j'ai pas l'impression qu'on soit devant d'un cataclysme comme en 2022. Mais par contre, la France, effectivement, à un degré un peu moindre, elle est confrontée à ça finalement. Son budget n'est toujours pas sur la table. On parle là d'espèce de moratoire, de zone de période de discussion sur la retraite de 3 mois supplémentaires. C'est-à-dire que l'on voit que la dissolution, c'était en fin mai, début juin, et que quasi, je dis pas un an, mais allez, 8-9 mois plus. Voilà, et on n'a toujours pas avancé. Et avec un des budgets probablement le plus déséquilibré de la zone euro, un ratio dette PIB qui est plus enviable maintenant. Donc oui, on est un peu dans l'urgence maintenant, et oui, c'est le risque, il est là en tout cas. Et le 100 points de base sur le spread OAT Bund, il n'est pas hors de portée. On est dans une des 80-85 toujours. Plus les parlementaires prendront leur temps, plus les partis politiques prendront leur temps,
plus le risque d'aller taper le 100 points de base de spread au Bund va être important. Donc on est dans une phase qui est moins épidermique que le Royaume-Uni, mais très probablement une phase qu'on peut rapprocher quand même en termes de risque, avec des éléments liés au budget et à la perception du marché de la faiblesse française au sein de la partie européenne. Ok, d'autant plus qu'une motion de censure a été déposée contre le gouvernement de Bayrou hier, qu'elle va être examinée pendant 48 heures. A priori, avec le jeu des partis, etc., si le RN ne la vote pas, eh bien, le gouvernement Bayrou devrait rester en place, mais quand même, ça n'apporte pas plus de confiance que ça. Non, alors, après, il ne faut pas non plus être trop négatif. Moi, je pense effectivement, à un moment donné, on aura une solution. Comme toujours, dans toutes les phases difficiles, il y a toujours une solution. C'est jamais arrivé d'avoir quelque chose qui finisse en catastrophe. Même la crise de la dette, c'est monté très très fort en tension et il y a eu des solutions. Mais la question, c'est est-ce que la France est passée par le plus dur avant de trouver une solution, ou est-ce que le plus dur reste à venir en termes d'efforts budgétaires? Et on a l'impression qu'on est au milieu du gué pour l'instant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas du côté encore du côté rassurant, qu'on n'a pas penché complètement du côté totalement inquiétant, mais que voilà, on est quand même sur un équilibre qui est assez fragile en ce moment. Voilà. Et ça, pour le CAC ou même pour l'euro, on n'a pas encore de substance suffisamment forte pour dire voilà, on achète de l'euro, on rachète fortement du CAC ou autre, même si le CAC bouge un peu ce matin grâce au luxe ou autre. C'est du sectoriel pour l'instant qui fait bouger le CAC, mais c'est pas la dimension complète de l'indice qui le fait bouger ce matin. Ok, très clair. Alors effectivement, vous parlez du luxe français. Ce matin, Richemont a publié des résultats extrêmement solides, très encourageants quant à la demande haut de gamme dans le secteur. Ça se répercute sur les valeurs du luxe français. C'est de bon augure pour le luxe. Ça y est, on a atteint un point bas. Le point bas est derrière nous. En tout cas, c'est la première fois qu'on a enfin des surprises depuis plusieurs trimestres maintenant sur le luxe qui vont dans le bon sens. Donc après, il faut espérer que LVMH soit la même chose, Hermès ou autre, même si Hermès c'est quand même une catégorie au-dessus. Mais Kering, par exemple, voilà, espérons qu'on ait des choses un peu similaires pour Kering aussi. Je dirais que c'est un premier pas. Oui, c'est un premier pas. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est le rallye qui repart sur le luxe? On part quand même d'assez bas sur ce secteur-là. Donc je dirais que c'est mieux que rien. Il nous manque, ce que je disais tout à l'heure, c'est un puzzle en fait pour réadhérer au CAC, à l'euro. C'est le puzzle qui inclut la Chine. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on ait, par exemple, des chiffres sur la Chine, des PMI services. Le jour c'était le cas. Un PMI service qui est un peu meilleur, qui lui traduit bien la consommation. Il y a un petit déclic en Chine. Voilà. Et si on a 2-3 PMI services, donc qui montrent un peu cette consommation qui accélère à 52, 53, 54, là c'est pas mal. Si dans les balances commerciales chinoises, vous avez la partie importation qui croît plus vite que précédemment, c'est plutôt un bon signe. C'est-à-dire que la Chine restocke un peu, réimporte un peu plus pour sa demande domestique. Ça, c'est plutôt un bon signe. Si on commence à comprendre que potentiellement les entreprises du luxe cherchent finalement à construire leur modèle prospectif sans la demande chinoise. Oui, alors ça qu'il y a l'Inde par exemple. C'est vrai que l'Inde est aussi beaucoup un gros débouché. Les États-Unis toujours. Les États-Unis, mais justement, c'est les États-Unis qu'il faut regarder un petit peu parce que l'économie américaine a été très solide jusqu'à présent. Mais tout à l'heure on disait, à un moment donné, est-ce que cette économie peut le rester si les taux restent aussi élevés? C'est ça en fait, les taux qu'on a quand même, il faut bien se rendre compte, on est à 3,6 sur le 10 ans en septembre. Donc septembre c'est hier, hein. On est monté quasiment à 5%. C'est des mouvements obligataires qui sont spectaculaires en si peu de temps. Et encore une fois, ça ne peut pas passer de manière indolore dans l'économie. Quand vous avez des conditions de crédit qui se durcissent aussi vite que ça en l'espace d'aussi peu de temps, c'est qu'à un moment donné, vous avez peut-être pas un risque immédiat, mais que la consommation commence tranquillement à atterrir un peu aux États-Unis. Et ça, le luxe, effectivement, les États-Unis ont été un roc d'arrimage pour le luxe. Quand la Chine n'est pas bon, l'Europe aussi n'a pas trop mal tenu ce côté-là. Mais justement, le temps que la Chine restimule un peu tout ça, il faut que les États-Unis tiennent bon. Voilà, dans ce cas-là. Il faut que les États-Unis tiennent bon, mais a priori, les projections de croissance pour 2025, c'est 1,9, 1,8%. On est en dessous des 2%. C'est pas bon. Enfin, c'est le soft landing. C'est le soft landing. Voilà. On n'est plus dans une des 3 et quelques, on est ou des 3, on se rapprochait plutôt des 2, voire un petit peu en dessous. Mais si on avait ça, ce serait quand même pas la catastrophe non plus. Ce serait finalement le soft landing parfait finalement. On ralentit un peu tout ça, les taux du coup repartent à la baisse. La question c'est le marché. C'est-à-dire que le marché aujourd'hui, il a un prix. Et ce prix se fait aussi en fonction d'anticipation de résultats. Si on a un petit ralentissement de l'économie américaine, est-ce que ça sous-entend que les analystes ont eu des anticipations de croissance des bénéfices peut-être un peu trop fortes pour le T1, T2, etc. Encore une fois, vous ne pouvez pas avoir une inflation qui ralentit un peu ou autre avec une croissance qui reste à 4% ou 3% aux États-Unis. Voilà. Donc à un moment donné, il y aura soft landing. Et ce soft landing, finalement, est dans les anticipations actuelles de bénéfices, d'anticipation de bénéfices pour les boîtes du SP500. On est peut-être un peu trop optimiste. Moi, je pense que il y aura des révisions à la baisse probablement au cours de l'exercice 2025. Mais pas de manière catastrophique. Je ne vois pas de catastrophe, mais je pense qu'on est un peu trop confiant en 2025 en termes de croissance des bénéfices parce que justement, il faut que l'économie américaine ralentisse un peu pour que cette inflation arrive à 2%. Eh bien, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup. Avec plaisir, d'avoir été avec nous ce matin. Alexandre Baradez, vous êtes Chief Market Analyst chez IG, avec nous régulièrement pour commenter l'actualité et je vous en remercie beaucoup. On marque une dernière courte page de publicité de notre côté et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 16 janvier. A tout de suite sur Téléfinance.